Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'émission Plateau de la semaine. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. 26 mai 2010, 26 mai 2017. Bientôt 7 ans que le Rassemblement du peuple togolais et l'Union des forces du changement ont décidé de travailler ensemble dans l'intérêt du peuple togolais. Accord qui a marqué l'entrée de l'UFC au gouvernement avec 7 membres en 2010. Malgré la dissolution du RPT quelques années plus tard, l'accord est toujours maintenu entre le nouveau parti UNIR et l'UFC. 7 ans après, nous voulons savoir ce que les responsables de l'UFC ont obtenu, ce qu'ils en pensent et surtout ce qu'ils attendent pour la suite. Voilà pourquoi nous recevons cette mi-journée le conseiller du président national de l'UFC, M. Isaac Tiakpé, pour nous faire le point et évoquer la situation politique dans le pays. Bonjour Monsieur Tiakpé. Bonjour Madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vous, merci de me recevoir, de nous permettre d'échanger, d'expliciter nos points de vue, d'apporter davantage de précision sur nos engagements pour que les choses aillent mieux dans ce pays. Et merci de me recevoir. Voilà. Et à pratiquement 7 ans après l'accord entre le RPT et l'UFC, qu'est-ce que cet accord a apporté d'abord à chacune des parties et spécialement à l'UFC? Écoutez, après 40 ans, plus de plusieurs décennies de lutte frontale, d'opposition frontale, pas d'opposition de très tôt ou loin des estrades, et compte tenu de la situation politique, socio-économique dégradée qui existait dans le pays, l'UFC a décidé, après consultation de tous les membres, de toutes les fédérations, de toutes ces instances, d'œuvrer de concert avec le parti au pouvoir afin de donner un nouvel essor au peuple togolais et d'œuvrer pour des tâches de développement qui permettraient une prospérité partagée dans le pays. Très précisément, ce que cet accord a apporté au parti, c'est que nous avons réussi à faire accepter au parti hégémonique d'alors, en tout point de vue, de lâcher du lest. Et selon les termes expressément indiqués dans le préambule de l'accord, c'est un principe de partage du pouvoir qui a permis notre entrée au gouvernement. Il permet effectivement que le parti au pouvoir lâche du lest et, in fine, accepte qu'une alternance pacifique se fasse dans le pays, alternance qui, elle, ne sera pas comprise comme une revanche sur les uns ou une indexation des uns sur les autres. Voilà, 7 ans de marche de cet accord. Qu'est-ce que ça a changé dans l'histoire de notre pays? En premier, un apaisement généralisé de la situation. Nous n'avons plus de scrutins qui se déroulent dans la violence. Ce qui l'a aussi permis, c'est que ce climat de confiance a favorisé le retour des investisseurs. Et vous le constatez, les infrastructures, des projets d'infrastructures ont été lancés, dont on peut remarquer qu'ils se poursuivent. Dans la fonction publique, nous avons quand même, de par notre posture à la fois de vigilance, d'opposition constructive, nous avons permis que le recensement de la population se fasse. Nous avons permis que, en concertation avec le gouvernement, qu'il y ait un réajustement des salaires dans la santé et dans la fonction publique. La presse est libre, les leaders politiques circulent librement, les syndicats sont en capacité de pouvoir négocier. Je ne dis pas que tout va bien, mais les chantiers restent à faire et notre démarche, qui est une démarche de vigilance, vise justement à faire en sorte que ce que nous voulons pour ce pays se construise patiemment dans la durée et en faisant preuve de pédagogie, de patience et de confiance les uns dans les autres. Car ce qui est en cause dans ce pays, c'est notre manière de faire de la politique. On oublie suffisamment que souvent, c'est à l'écart, autour de la table de négociation, que peuvent s'échanger patiemment des concessions ou s'imaginer des solutions qui, si on est à la lumière,
peuvent être perçus comme un aveu de faiblesse ou une trahison. Alors que quand vous êtes assis autour d'une table de négociation, à l'écart, vos adversaires peuvent reconnaître vos arguments, alors que placés dans la lumière, ça peut être perçu comme un aveu de faiblesse. Il faut que les gens comprennent que c'est dans la confidentialité souvent, dans la négociation et non dans la dramatisation, que des solutions, des compromis se trouvent et que se construit la confiance qui, elle, est la clé de toute négociation, qui est à la base de tout engagement politique. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à ne plus être radical? Vous savez, le radicalisme, il faut entendre d'abord notre radicalisme comme une volonté d'aller en profondeur et de comprendre tous les problèmes de la société togolaise afin d'y apporter une solution dans le fond. Le changement, c'est la situation sociopolitique et économique davantage dégradée qui nous oblige à une autre créativité politique, invention, qui est de dire pourquoi pas approcher ceux qui étaient nos adversaires et en les regardant les yeux dans les yeux, en leur faisant comprendre que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes les fils et les filles d'un même pays, pourquoi pas œuvrer de concert pour que les choses aillent mieux, puisque, au fond, nous sommes appelés à vivre ensemble sur ce même territoire du nord au sud. Alors, revenant à l'accord lui-même, que stipule-t-il? Quel en est le contenu? En premier, et le principe est très important, c'est celui du partage du pouvoir. Outre ce principe qui est affirmé dans le préambule, nous avons la participation de l'UFC au gouvernement qui doit permettre la constitution aussi de cadres, la formation de nos cadres, une meilleure insertion dans l'administration, dans les ambassades, dans les administrations. Ça a permis aussi de nous atteler à des tâches comme celle du recensement, de faire en sorte que toute l'administration dispose maintenant d'outils statistiques qui permettront de mieux cerner tous les problèmes de la société en matière de santé, en matière d'éducation. Ça a permis aussi qu'un comité de suivi soit mis en place, présidé par le président national de l'Union des forces de changement, et qui lui connaît de toutes les questions d'intérêt national. Ce que cet accord aussi a permis, et cela est fondamental de le souligner, c'est que ça nous permet, avec notre position relative, d'être en situation de vigilance, en situation de pouvoir créer une culture démocratique dans ce pays, parce que c'est cela qui fait défaut. Voilà. Et l'objectif global de cet accord, c'est la paix, le bien-être de la société. Alors, comment expliquez-vous le fait qu'à la signature de cet accord, justement, il s'est passé une dislocation du parti UFC? Sachez qu'en premier, la ligne politique de l'Union des forces de changement dès sa création est d'œuvrer pour l'alternance et la paix dans ce pays par les voies du dialogue, en utilisant des moyens politico-diplomatiques et surtout les méthodes de la prévention des conflits. Cette ligne politique a été maintes fois exprimée dans nos congrès, dans les rapports généraux et moraux présentés par le secrétaire général d'alors du parti. Position à chaque fois exprimée, à chaque fois que Gilles Christ Olympio a eu l'occasion de dire comment il entendait accéder, son parti entendait accéder au pouvoir, sur la ligne politique qui est celle du dialogue, non de la confrontation armée, on ne peut pas dire qu'elle a changé. Mais il arrive que des enfants devenus adultes manifestent une volonté de s'autonomiser et de devenir indépendants. Quand cette envie est irrépressible, vous ne pouvez pas l'empêcher. Ce que fait le père de famille, il souhaite bon vent à ses enfants qui ont envie d'aller voir ailleurs ou de devenir indépendants.
tout en sachant que la porte de la maison est toujours ouverte. En 2010, on a pensé que vous avez trahi. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, le sentiment d'avoir trahi? C'est un jugement de valeur, donc relatif. Et je vous répète, la ligne politique de l'Union des forces de changement a été maintes fois affirmée. Et je peux rappeler des faits précis. Le 1er juillet 2003, Gilles-Christ Olympio s'exprime devant le Parlement européen pour proposer 12 mesures par la méthode du dialogue pour régler définitivement la crise politique togolaise. Ce n'est pas de la trahison et dans l'une de ces mesures, il propose que soit envisagée une amnistie pour le général Edi Adema qui était en poste à l'époque et qu'il puisse même vivre dans le pays, au Togo ou dans le pays de son choix. Sans compter qu'au décès de Gnassingbé Edi Adema, Gilles-Christ Olympio propose à ses compagnons que soit mise en place une transition politique et non qu'on aille vers un scrutin. Proposition qui a été transmise à Jacques Chirac, puisque j'en étais aussi témoin, relayée à Mamadou Tandja et Olusegun Obasanjo à l'époque. Et cette transition, du point de vue de son président, du président national de l'UFC, devrait durer 24 mois et permettre que tous les acteurs politiques, visibles ou invisibles de la crise togolaise, s'asseyent et règlent définitivement ce contentieux. Ces démarches ont été poursuivies puisque nous étions dans le cadre de désengagement. Nous avions entamé des démarches à Santé Didio, dont des délégations ont été parfois membres. Les personnes qui aujourd'hui veulent s'autonomiser ou entrer en carrière, ce n'est pas il n'y a pas de trahison, madame. Voilà. Nous sommes constants sur notre ligne politique. Voilà, revenons à l'accord. Est-ce que vous sentez aujourd'hui... permettez que je précise, nous faisons de la politique et non de la guerre. Voilà. Et est-ce que vous sentez aujourd'hui que les citoyens ressentent les effets de cet accord? Vous savez, les illusionnistes et les faux prophètes font plus recette que les diseurs de vérité. Mais la vérité finit toujours par l'emporter. Le temps joue en notre faveur. Ce qui manque, c'est de la pédagogie, de la patience. Nous mettons constamment l'ouvrage sur le métier et nous sommes certains, parce que nous travaillons, parce que nous avons la certitude et l'assurance que nous voulons œuvrer pour le bien de ce pays, pas dans l'exclusion, que nous finirons par avoir raison. Voilà. Aujourd'hui, les Togolais ont du mal à vous situer sur l'échiquier politique national. Donc on estime même que vous n'êtes pas de l'opposition. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, nous sommes bel et bien de l'opposition. Nous sommes, s'il faut trouver un label, de l'opposition constructive. Nous sommes face à des situations exceptionnelles, en position d'inventer, de créativité, qui fait que nous devons approcher. Madame, mettez en situation ceux qui font profession de critique, mettez-les en situation de pouvoir gérer ce pays, ils n'y arriveraient pas. Ils ne seraient pas capables de vous produire un plan de développement ou un moyen de redresser ce pays. Il est essentiel. Ce que nous voulons, c'est une vision pour ce pays dans la fraternité, la tolérance. Et ces œuvres, parce qu'elles sont difficiles, parce qu'elles sont rares, ça prend du temps, mais nous y parviendrons. Voilà. Est-ce qu'il est facile quand même de s'opposer quand on est en accord avec le parti au pouvoir? Oui, justement, c'est pour ça qu'au départ, je vous le rappelais, nous conservons notre identité. Vous savez, nous n'avons pas de classe politique dans ce pays. Il manque de culture. Vous me trouverez peut-être prétentieux, mais je l'affirme. Puisque la culture démocratique, elle est faite d'échanges, mais qui fait que nous conservons notre identité. Ce n'est pas parce que je vais aller discuter demain avec, je cite comme ça à brûle-pourpoint, Gilbert Bawara ou un membre du gouvernement, voire Brigitte Adjamagbo, que je perds mon identité. C'est au contraire, je vous dis, le signe d'une faiblesse que de ne pas oser aller s'asseoir avec eux, de les regarder les yeux dans les yeux
est de dire ce qu'on pense et comment on veut que les choses changent. Comment on veut que les choses changent. Voilà. Et donc, je n'ai pas très précisément répondu à votre question. Et donc, justement, nous nous opposons, nous nous asseyons, nous rappelons les choses, ce qu'il faut pour ce pays. Quand M. Olympio est en situation avec ceux qui sont en responsabilité, il leur rappelle l'objectif. Quand nous les rencontrons, nous leur disons ce qui ne va pas. Quand des décisions sont prises, nous leur disons. Il est important aussi que la partie gouvernementale, que nous fassions ce que des responsables politiques doivent faire, davantage de pédagogie et d'explication. Oser aller affronter ceux dont nous avons la charge de leur proposer quelque chose. Retour à présent sur les images de la conférence de presse animée par le président national de l'UFC lui-même, M. Gilchrist Olympio, pour annoncer l'accord. C'est dans ce document de nos archives. Lune de miel historique. Gilchrist Olympio dit oui à Faure Gnassingbé. Le président de l'Union des forces de changement a annoncé ce jeudi que son parti entre au gouvernement de l'âge ouverture qu'est chargé de constituer le Premier ministre Gilbert Fossou-Ngbo. Ce bouleversement sans précédent dans la vie politique togolaise n'est pas gratuit. Un accord a été bel et bien conclu entre le Rassemblement du peuple togolais parti au pouvoir et l'Union des forces de changement, le principal parti d'opposition. Cet accord fixe les modalités ainsi que le cadre général de partage du pouvoir. Je prends cet engagement historique devant le peuple togolais après avoir longuement réfléchi sur les causes réelles de la crise profonde qui mine notre pays depuis des décennies et apprécié à leur juste valeur les résultats obtenus après un si long combat mené ensemble au prix de tant de sacrifices. Ce long combat pour l'avènement de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que pour le plein développement social et économique du peuple togolais, n'a malheureusement pas atteint les résultats escomptés. Voilà pourquoi, après de laborieuses discussions avec le Rassemblement du peuple togolais, RPT, et après avoir obtenu un soutien massif de la part de nos fédérations, j'ai pris pour la première fois la décision de proposer au peuple togolais une voie nouvelle de sortie de la crise fondée sur l'esprit de partage de pouvoir. Ainsi donc, au terme de l'accord que nous avons signé, l'UFC rentrera au gouvernement, participera à la formation des cabinets ministériels, désignera les responsables pour les administrations centrales, les sociétés d'État, les préfectures, les mairies, les ambassades. De même, les réformes institutionnelles et constitutionnelles prévues par l'accord politique global APG seront finalisées dans les 6 mois qui suivent la mise en place du nouveau gouvernement. L'accord prévoit aussi un comité de suivi à représentation paritaire. Son rôle, veiller au respect des engagements pris par les deux parties. Le comité sera dirigé par le leader de l'UFC lui-même. Ce dernier en appelle à la solidarité du peuple togolais. Je lance donc un appel solennel à tout le peuple togolais pour me soutenir dans cette nouvelle démarche politique, en espérant qu'elle permettra de réaliser la réconciliation nationale, de consolider la paix et de s'installer avec détermination au redressement social et économique de notre pays. L'UFC change donc de fusil d'épaule. À travers cet accord, elle entend ainsi participer à la gestion des affaires de l'État et contribuer au développement du pays. On revient sur ce plateau, Monsieur Tiaké. Aujourd'hui, le RPT n'existe plus. On parle de unir avec ce parti. Quelles sont les relations? Est-ce que c'est les mêmes relations qu'avec le RPT ou est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il y a des innovations dans vos relations? Les choses n'ont pas changé, puisque le principe, l'objectif reste le même. Construire une nation, une architecture constitutionnelle stable et pérenne. C'est-à-dire, l'un des objectifs de notre accord est d'aboutir aux réformes. L'objectif n'a pas changé,
c'est de faire en sorte que la prospérité soit partagée pour tous les fils de ce pays. Et donc, avec le parti au pouvoir, l'objectif demeure et nous continuons par échanger, nous continuons par dire ce qui ne va pas, nous continuons par exercer notre position de vigilance et d'être en quelque sorte des chiens de garde de la démocratie. Est-ce que c'est un rôle de veille? Une sorte de veille. Et nous le faisons, mais loin des estrades, loin de la dramatisation. Parce que la politique, elle est faite de compromis, elle ne se fait pas sur les tréteaux. Sur les tréteaux, on laisse aux agitateurs, aux activistes. Mais les hommes, les politiques, ont une vision, négocient, proposent. Il faut qu'ils soient animés d'une éthique de conviction. Et cette éthique de conviction, justement, leur permet d'aller discuter, leur permet de confronter, leur permet passez-moi l'expression, mais de persuader. Voilà. On va dire un mot sur votre parti. Comment se porte aujourd'hui l'UFC, l'Union des forces du changement? Comme toute revue humaine, vous savez, la représentativité, elle est relative, elle est conjoncturelle. Mais la légitimité qui est la nôtre, historique, d'être un parti qui a quand même, dont le chef, ou un parti qui a des états de service, elle demeure. Certes, nous n'avons peut-être pas la représentativité en termes de suffrage qui reflète le poids réel de notre légitimité historique, mais je dois aussi vous dire que sur les 3 500 000 électeurs, plus d'1 million n'ont pas voté. Et je suis prêt à parier qu'une bonne partie de ces abstentionnistes sont nombre de nos électeurs que nous n'avons pas toujours su persuader, auxquels nous n'avons pas toujours su apporter l'explication, tout en tenant compte du fait que la diabolisation vient de nos propres rangs. Et quand l'ennemi vient de chez vous, on est plus enclin à le croire. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, nous travaillons, nous nous préparons pour les prochains scrutins. Nous avons un projet de société politique, économique et social, un projet politique qui, lui, porte sur l'architecture constitutionnelle et institutionnelle du pays. Comment faire pour que cette communauté de destin se réalise, le vivre ensemble, que la nation, la fraternité, la tolérance, les divergences s'expriment de façon civile. Nous avons un projet économique qui lui porte sur la solidarité envers les personnes âgées, voir de quelle manière, si nous sommes un jour en responsabilité, on pourra proposer aux personnes âgées de plus de 60 ans une certaine allocation dont je peux dire qu'elle pourrait avoisiner les 50 000 francs. Vous savez, la part de la population de notre pays de plus de 60 ans est d'environ 25%. Donc, en réaffectant une part de notre budget, nous pourrons prendre en charge un effort de solidarité. Les questions de l'environnement, nos jeunes, les enfants, les emplois, les projets de la vallée de l'Oti et du Mono que notre président national a à cœur, qui visent à créer dans cette zone de l'Oti, en faire de cette zone une région agro-industrielle qui générerait plus de 22 000 emplois, 22 000 emplois directs, sans compter les emplois, les effets induits. Dans la vallée du Mono, pareil, faire en sorte que la productivité, aussi bien des cultures vivrières, du cacao, du café, s'améliore, celle du coton. Les infrastructures, un effort a été fait, continue d'être fait pour les infrastructures, c'est bien. Voir davantage comment améliorer les pistes rurales, la question de l'électrification, l'accès à l'électricité pour les populations dans les campagnes,
l'adduction d'eau, ce sera l'une des priorités si nous sommes en responsabilité, et surtout nos enfants, puisque nous œuvrons pour nos enfants, nos jeunes enfants. Pourquoi pas imaginer des centres sportifs, des centres d'éducation musicale, ce qui permettrait de créer aussi des emplois et d'envoyer les enfants entre 6 et 10 ans dans un conservatoire, aider les collectivités territoriales et locales à mieux s'administrer. Nous avons un projet que nous proposerons en temps voulu et nous travaillons et nous sommes persuadés qu'en responsabilité, si la confiance naît, les choses se mettraient plus rapidement et facilement en route. Voilà. Et c'est le préalable de l'action, rétablir la confiance et la paix. Voilà. Et on a l'impression qu'avec l'accord de 2010, c'est la crème de l'UFC qui est partie. Est-ce une simple impression ou bien le parti a vraiment perdu quelque chose de son influence? Madame, permettez que j'en rie et que j'en souris. Si c'est cela la crème, tant mieux. Voilà. Est-ce que aujourd'hui vous avez une assise réelle? Est-ce que vous pouvez quantifier votre assise sur le territoire national? Je vous ai dit tout à l'heure que la représentativité, elle est relative et conjoncturelle. Les circonstances font qu'un parti au plus haut peut descendre. Mais c'est une tâche exaltante à laquelle nous sommes confrontés désormais. Celle de faire en sorte que dans l'avenir, pas dans un avenir lointain, notre parti redevienne le premier parti du Togo. Et c'est une tâche exaltante. Nous sommes des pionniers. Quel bilan dressez-vous alors de l'évolution de votre parti depuis la signature de cet accord? Comme toute œuvre humaine, des imperfections, des réajustements à faire, une refondation du parti à faire. Nous sommes à l'écoute des camarades. Vous savez, les partis politiques d'opposition au Togo ont souffert d'une tare congénitale qui est celle d'être des machines de conquête du pouvoir, d'être en capacité d'exercer le pouvoir. Il faut être indulgent avec nous, car on ne peut pas comparer un parti d'opposition avec un parti hégémonique et qui a une pratique du pouvoir de son exercice depuis plus de 50 ans. Ce n'est que récemment que le financement des partis politiques, la professionnalisation de ces cadres se fait. Et dans quel contexte se fait-il? Dans des adversités dont aujourd'hui nous voulons que ces adversités soient derrière nous et que nous formions davantage ceux qui demain aspirent à prendre la place de ceux qui sont en responsabilité. Et donc, pour me résumer, le bilan que nous faisons, il est réaliste. C'est celui de certaines faiblesses dont nous avons bien assigné les origines et nous avons aussi établi les pronostics pour mieux faire et aller de l'avant. Voilà. Et quelles leçons tirez-vous de la scission de votre parti depuis 2010? En premier, une clarification s'est faite. Une méprise existait. Des gens ont voulu entrer en carrière précipitamment. Parfois, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Je dis, tant mieux. Si certains que je qualifie de faux prophètes et d'illusionnistes pensent qu'ils ont la recette magique pour apporter le changement dans le pays, je leur dis tant mieux et bravo. Donc, nous sommes plutôt satisfaits. Quand une épine est dans votre pied, si vous ne l'enlevez pas, vous ne pouvez pas évoluer. Quand ton bras gauche te gêne, coupe-le. Et aujourd'hui, quelle relation avec vos amis d'hier? Mais écoutez, chacun a pris son chemin. On ne va pas tourner en rond sur cette question, madame. Ils ont pris un chemin,
Certains ont pensé qu'ils avaient trouvé la lumière, qu'ils avaient la bonne formule. Je dis tant mieux, je vous l'ai rappelé au début. Un enfant qui a un désir irrépressible, j'ai presque envie de le dire en mina. Un enfant qui, on dit, qui est diagla, on ne l'empêche pas de partir. Il faut le laisser aller. S'il ne trouve pas ce qu'il veut, il revient à la maison. Et avec les autres partis de l'opposition, quelles sont vos relations? Nous dialoguons. Mais je rappelle au début pourquoi je disais qu'on n'a pas de classe politique dans le pays. Ce que nous voulons, c'est établir une culture démocratique d'abord au sein de cette classe politique. Je sais que demain, je peux recevoir énormément d'invectives. Mais disons-le. Écoutez, madame. Faites analysez un peu le profil de ceux qui sont en politique aujourd'hui. Aucun d'eux n'a un passé ni de militance, ni d'engagement. Les états de service professionnels, vous m'amenez sur un terrain que je ne voudrais pas. Parlons de choses positives. Parlons de choses... Nous nous concentrons trop sur l'anecdotique, les petites critiques, les petites rivalités, les mesquineries, la personnalisation du débat politique. Non. Quand on est dans ce registre, c'est que d'idées, on en a point. Voilà. Donc vous voulez qu'on prenne de la hauteur dans ce pays et pour avancer. Qu'on discute de comment nous voulons faire que les choses changent. Comment nous voulons que l'architecture constitutionnelle soit stable et pérenne. Et que tous les 5 ans, nous ne changeons pas la Constitution. Comment nous n'excluons pas les uns ou les autres. Comment nous allons faire pour que les pistes rurales soient construites. Comment nous allons faire que tous les nombres de nos concitoyens qui sont sans emploi, nous leur donnons de l'emploi. Le diagnostic a été éloquemment et abondamment fait. On a plutôt l'impression que les politiciens dans ce pays sont lancés dans un concours qui est celui qui établira le meilleur diagnostic que ça ne va pas. On a l'impression qu'il y a un concours qui a été lancé au Togo, celui qui fera un meilleur diagnostic de la sinistrose. Aujourd'hui, vous n'avez que 2 députés à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que cela se passe là-bas? Est-ce qu'ils arrivent à se faire entendre? Nous avons un de nos députés, le docteur Pierre Djimongou, par ailleurs secrétaire général de notre parti, préside une des commissions très importantes de l'Assemblée nationale, celle sur l'éducation. Et vous savez comment les problèmes de l'éducation sont des problèmes prioritaires dans notre pays, en Afrique en général. Il préside cette commission, c'est une position d'autorité qui lui permet de pouvoir faire des propositions de contrôle. Je vous le dis, je me répète, je sais que c'est un défaut que j'ai, mais justement parce qu'il faut que nous répétions les choses à satiété. La répétition, c'est la pédagogie. Absolument. Nous avons une représentativité qui est relative. Mais notre poids symbolique, celui-là, il est à nul autre pareil dans ce pays. Nous sommes quand même le parti de Gilles-Christ Olympio. Si on vous demandait de dire en une seule phrase la situation, de décrire la situation politique actuelle au Togo, qu'est-ce que vous diriez? De la dramatisation, de la cristallisation, de la personnalisation. Parce qu'il y a une incurie, on excelle à dire que les choses ne vont pas. Je pense que ce qu'il manque, c'est des hommes de bonne volonté, des gens qui ont de la bonne disposition et un véritable amour du Togo, un courage historique pour oser aller parler avec ceux qui sont en responsabilité. Les choses ne vont pas si mal que ça qu'ailleurs. Tout est toujours relatif. Le Togo, les gens circulent librement. Je ne dis pas que c'est le meilleur des pays du monde. Au Togo,
Les leaders politiques, il y en a une pléthore de partis politiques. Vous en avez plus d'une centaine. Les journalistes, alors là, madame, oulala, il y en a plein. Les médias, vous écoutez, la presse, critique, insulte. Et vous allez me dire que ce pays, mais c'est une preuve de vitalité. C'est une preuve de vitalité. Ce qui reste, c'est que ceux qui sont en responsabilité parlent et qu'ils comprennent que l'alternance doit se faire pas contre eux, pas contre la revanche d'un clan contre un autre, pas la revanche d'un groupe contre d'autres, mais pour le peuple togolais. Et je le dis, madame, les cœurs ne sont pas vaincus par les armes, mais par l'amour et la générosité. Ce n'est pas parce qu'on va s'asseoir qu'on perd son identité ou sa force. C'est parce qu'on est fort. Je ne parle pas de fort Gnassingbé. C'est parce qu'on a clair, de c'est suffisamment l'énergie clair. et qu'on va affronter son adversaire et qu'on le regarde les yeux dans les yeux. Voilà. Des citoyens togolais se sont prononcés sur la vie du parti UFC, de l'opposition togolaise, bref, sur la situation politique du pays. On les écoute au micro de Yata Aratem. Moi, j'ai bonne mémoire, c'est un accord qui a été officialisé, je crois, en 2010, après les élections de 2010. Et c'est un accord qui a été signé sur papier et qui n'a jamais existé de nom. Parce que même si je ne maîtrise pas bien les termes de l'accord, au moins il se pourrait qu'il aurait parlé des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, 7 ans après, il n'y a pas eu ces réformes-là. Donc c'est un accord qui n'a jamais existé. Si ce n'est que l'UFC peut-être est absorbé par l'accord, c'est-à-dire sur le terrain pratiquement, l'UFC avant 2010 et l'UFC après 2010, il y a une grande différence. Sur le plan politique aujourd'hui, pour ne pas exagérer, l'UFC n'existe que de nom. L'UFC n'existe que de nom. Ça, tout le monde le sait. Et je dirais même que ce sont l'une des conséquences de cet accord-là qu'il a signé avec le RPT. L'UFC se réclame toujours de l'opposition. Mais vous savez, il y a une chose. Aujourd'hui, il y a au moins 1 à 3 ministres comme ça de l'UFC dans le gouvernement. Donc, je ne crois pas comment un parti qui est dans un gouvernement peut dire qu'il est de l'opposition. En d'autres termes, comment tu peux quitter un conseil des ministres et après tu viens critiquer les décisions qui y ont été prises. Donc du coup, l'UFC ne peut plus se proclamer de l'opposition à l'heure où nous parlons. De la classe politique de l'UFC, qu'est-ce qu'on peut attendre? Que le Togolais, c'est-à-dire, arrive à satisfaire ses besoins. Ce n'est pas affaire de personnes ou bien de partis politiques. Donc, le Togolais veut la bonne gouvernance pour que le Togolais ne se sente pas esclave chez lui. Et aujourd'hui, quand nous, les Togolais, des fois, on a l'impression comme on est à l'étranger. Donc, la classe politique, surtout les partis politiques, doivent savoir seulement que leur devoir, ce n'est pas seulement d'œuvrer pour le bien-être de leur parti ou bien des membres de leur parti, mais d'œuvrer pour l'ensemble du bien-être du peuple togolais. Et la classe politique n'a qu'à faire un effort pour donner l'union à tous les citoyens togolais pour que nous travaillions ensemble, la main dans la main. J'aimerais que les partis politiques s'unissent ensemble et travailler la main dans la main pour que nous tous, nous les citoyens togolais, nous allons travailler ensemble la main dans la main. On revient une fois encore sur ce plateau, Monsieur Tiapé. 2 grands sujets retiennent l'attention des Togolais depuis quelques années. Les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles et le processus de décentralisation. Alors, quelle est la position de l'UFC par rapport à ces 2 sujets? Écoutez, je l'ai rappelé au début, nous voulons, notre vision, elle se rapporte à notre vision politique, au projet politique que nous avons, qui est de faire qu'on ait une constitution stable et pérenne, qui ne soit pas comprise, qu'il n'y ait pas d'exclusion. Au sein du comité de suivi de l'accord politique que nous avons signé avec le parti au pouvoir, nous sommes parvenus, si ma mémoire est bonne, en la séance d'août 2011,
à un consensus que nous voulions qu'il soit élargi à tous les acteurs de la classe politique. 2 points essentiellement focalisent l'attention: la durée et la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin. Sur la durée et la limitation du mandat présidentiel, nous sommes parvenus au sein du comité de suivi, avec le parti au pouvoir, à ce que le mandat présidentiel et sa durée soient de 5 ans, renouvelables une fois. La partie au pouvoir n'est pas hostile à cela. Le président de la République sait qu'il faut que les choses changent, que l'alternance doit se faire. Mais le comment faire, lui, pose problème. Puisque si je suis attentif à toutes les discussions au niveau du CPDC, Togo Télécom 1, Togo Télécom 2, à toutes les discussions parfois avec Monseigneur Bariga, des propositions sont faites qui sont perçues par UNIR ou le Rassemblement du peuple togolais comme une démarche ou d'hostilité, de personnalisation ou d'indexation. C'est à ceux qui font cette proposition de rassurer ou d'apporter la preuve qu'ils ne visent personne. Mais quant à nous, nous savons, et la partie au pouvoir le sait, que le mandat présidentiel et sa durée doit être de 5 ans renouvelable une fois. Il y a des oppositions fortes, des cristallisations qui se font. Il faudrait peut-être envisager que le peuple dont on pense que c'est ce qu'il veut, il faudrait peut-être envisager de lui poser la question. Si les acteurs politiques n'arrivent pas à s'entendre, nous ne pouvons pas rester à un statu quo. Il faut bien qu'un déclic se fasse. Nous ne pouvons pas rester sur des postures. Nous sommes dans des postures de confrontation. Quand vous avez des radicalités qui sont de côté, c'est celui qui est le plus fort qui l'emporte. Une commission de réflexion sur les réformes a été mise en place en début de l'année et qui travaille déjà. Et beaucoup de critiques aussi par rapport à la mise en place de cette commission. À l'UFC, qu'est-ce que vous attendez de cette commission-là? Nous avons transmis aux membres de la commission sur les réformes nos propositions et tout ce qui a été fait au sein du comité de suivi. Vous savez, la boussole, elle ne s'invente plus. Il suffit d'apprendre à la faire fonctionner. Nous avons transmis nos propositions. Je pense que cette commission recueille un plus large avis. Et vous n'avez que 2 choix. Ou la voie parlementaire, ou la voie référendaire. De ce qu'on sait, on peut augurer que la voie parlementaire risque de se bloquer. Les conséquences se tirent des prémices, les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'il a cette voie parlementaire dont on sait d'avance, on a l'impression que c'est un jeu, on s'amuse, on tourne en rond. Si on s'avance, mais il y a une autre voie qui n'a jamais, elle, été explorée, ou du moins, qui a été explorée en 92, qui est la voie référendaire. Et je tiens aussi à rappeler que ce n'est pas Faure Gnassingbé qui a changé la Constitution. Il est dans son beau jeu, il a beau jeu de dire « ce n'est pas moi qui ai changé la Constitution ». Et on va me retorquer, il a signé l'APG. Mais nous sommes en politique. Un accord est relatif. Vous établissez un rapport de force pour contraindre la partie à respecter l'accord, ou vous négociez, ou vous discutez. Voilà. Et il a été également mis en place le comité national de suivi de la décentralisation qui regroupe des députés de l'opposition et du parti au pouvoir, des représentants de la société civile et autres. Et certains se poseraient des questions sur la position de l'UFC au sein de ce comité. Que répondez-vous? Alors vous voyez que
nous ne sommes pas si minoritaires que ça, puisque nous sommes toujours l'objet de discussion. Donc, c'est de dire le poids que nous avons sur l'échiquier politique. Si notre présence pose problème, c'est dire alors que nous avons un poids si nous empêchons certains de dormir ou de tourner en rond, si nous hantons le sommeil de certains. Mais bon, écoutez, c'est une commission qui a pour tâche ou pour objet de connaître de toutes les questions liées à la décentralisation, puisque c'est quand même un des modes de développement de proximité. Donc c'est une tâche d'importance. Je ne vois pas pourquoi on exclurait les uns. Pourquoi ils vont exclure les uns? Et ça, c'est encore notre manière d'aller par le petit bout de la lorgnette, d'être dans ce qui est picrocoline, les petites choses. Prenons de la hauteur, mais pas aérienne. Ne restons pas dans les nuages, mais sur terre. Et que pensez-vous du processus de décentralisation lui-même? Écoutez, c'est ce que nous attendons, puisqu'il va permettre, justement, je vous l'ai dit au début, notre intention, si nous sommes en responsabilité, demain, c'est de faire en sorte de renforcer les capacités d'administration des collectivités locales. Puisque je donne un exemple. Ce que nous avons en vue demain, c'est de faire en sorte que dans une commune, les enfants de 5 ans, par exemple, puissent accéder à un centre de sport ou un centre musical, un conservatoire. Et ça, l'État peut prendre une partie de l'accès des enfants de 5 ans ou des enfants entre 7 et 15 ans dans des centres pour apprendre le piano, le solfège, le violon, le trombone. Et ces collectivités territoriales pourront gérer ces choses-là. L'État pourra affecter un peu de budget à ça. Ça développerait la motricité, l'occupation des enfants. Les enfants dont les parents n'ont pas les moyens, l'État devra prendre en charge cela. Ceux dont les parents ont les moyens devront contribuer. Cet effort de solidarité nationale sur lequel j'insiste. Et ça permettra aussi à ces collectivités territoriales d'être davantage attentives aux questions d'environnement. Et c'est pour ça que c'est important, ces collectivités territoriales. Mais là encore, il ne faut pas que tout soit personnel et qu'on ramène à des disputes politiques. Mais, excusez-moi, mais là, j'éprouve de l'agacement quand, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose dans ce pays, on en arrive à des petites disputes de chiffonniers. En matière de réconciliation, le HCRON a démarré une tournée nationale en vue des réparations. Qu'est-ce que vous en pensez? Conforme à ce qui a été prévu par la Comité Vérité, Justice, Réconciliation, la CVJR, c'est une très bonne chose, puisque l'un de nos objectifs à l'Union des forces de changement est engagé avec UNIR, c'est cette réconciliation nationale, cette paix, dont l'objet est de penser les blessures et les cicatrices. Nos concitoyens, les blessures s'étendent du nord au sud. Madame, il faut que nous sachions, que nous soyons en capacité de regarder, d'affronter notre histoire dans le miroir, de nous regarder en face pour aller de l'avant. Nous avons eu 50 ans, nous avons eu un régime dirigé par un homme qui a tenu le pays d'une main de fer. Ce n'est pas faire insulte à sa mémoire. C'est notre passé. Assumons-le, regardons de l'avant. Sinon, la victoire posthume de ce régime l'emporte. Ce régime pourra l'emporter de façon posthume. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que nous acceptions de nous pardonner, de nous tolérer pour regarder de l'avant. C'est très important. Et donc, l'œuvre de la commission est importante.
du Ashkroun est important. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites à l'UFC pour une véritable réconciliation dans ce pays? C'est ce que je fais avec vous ici, en premier, en expliquant, en explicitant, en se rendant dans les médias, en confrontant nos points de vue avec les journalistes, en formant nos militants. On a du tumulte, c'est vrai, nous ne sommes pas toujours audibles, mais la voix de la raison finira par l'emporter. Quand il y a du bruit et de la fureur qui, eux, ne signifient rien, il faut savoir garder son calme, être patient pour que la tempête passe, pour bien expliquer ce qu'il en est. Nous sommes calmes, nous l'expliquons, nous faisons un travail, nous mettons l'ouvrage constamment sur le métier, nous parcourons, nous rencontrons. J'ai rencontré, je peux vous raconter, j'ai rencontré en 2011 Monseigneur Diakba alors qu'il venait d'être intronisé archevêque de Lomé, où je lui ai évoqué la situation, comment faire en sorte que des hommes de bonne volonté établissent des passerelles. Il a accepté, mais il a ajouté cette chose en Mina. Je ne sais pas comment elle est traduite. Quand la terre est déchirée, on ne la coupe pas avec une aiguille. Et qu'est-ce que cela signifie? Que la tâche est immense. Alors, on va dire un mot sur l'actualité internationale. Et on commence par la Côte d'Ivoire, où on assiste encore à un mouvement d'humeur de la part des militaires. Comment réagissez-vous à cette situation? Si je m'en tiens aux déclarations du porte-parole du gouvernement Bruno Koné au lendemain de l'accord qui a été trouvé, la solution qui a été choisie, celle du dialogue et de la négociation, était de permettre que la paix et la sécurité pour les populations prévalent. La responsabilité des hommes politiques est de faire toujours que le sang ne coule pas, que le dialogue, c'est l'arme qu'on a dans une démocratie, la négociation. Et je pense, à m'en tenir à ces déclarations, c'était une voie de sagesse. En France, maintenant, avec l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence, est-ce que cette élection, est-ce que la tête qui change de personne va changer les relations entre la France et les États africains? Non, d'emblée, je vous dis non, et fermement. Arrêtons de croire que la politique africaine se fait à Paris. Il est vrai que jusqu'à une période, des relations personnelles ont permis ce genre de choses. Mais aujourd'hui, la France n'a plus les moyens de sa politique étrangère. La présence française n'est remarquée que dans les pays où vous avez des questions de sécurité ou de terrorisme. Si vous analysez la part de l'aide française dans l'aide ou dans le budget ou dans l'aide au Togo, elle est très très inférieure. Elle est quasiment nulle. Et je sais qu'on peut compter, ça se compte sur les bouts de doigts, le nombre de fois que les plus hauts responsables politiques togolais vont à Paris. C'est vous dire que le peu de cas qu'ils font de l'influence française au Togo ou dans un certain pays, ou au Gabon ou en Côte d'Ivoire. Non. La Chine a pris le pas, Koweït a pris le pas, des institutions financières régionales ont pris le pas. Donc, arrêtons de croire que Macron ou Trump sont là pour gérer ou pour délivrer des dictates à nos présidents. Voilà. Est-ce que les États africains eux-mêmes sont en posture de tourner définitivement la page de la France-Afrique? Bien longtemps. Mais bien longtemps. Les États eux-mêmes, depuis longtemps, ce ne sont que des petites affinités. Voilà. Mais parce qu'il y a encore des chefs d'État qui sont dans cette logique. Non, madame. Au niveau institutionnel, plus. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que vous constaterez qu'à chaque fois qu'une crise éclate, les Européens s'en remettent toujours aux décisions des institutions régionales ou africaines. C'est de l'Union africaine ou de la CEDEAO ou de l'Afrique centrale. Mais de dire que la France
ou Sarkozy, mais je ne dis pas que Jacques Chirac avait des relations personnelles avec Gnassingbé Eyadéma. Mais cette époque, dès que Chirac quitte le pouvoir, cette époque, pour ce qui concerne la France avec ses anciennes puissances, a changé. On revient au Togo et pour finir, à M. Tiakpé, comment envisagez-vous l'avenir de notre pays, le Togo? Écoutez, positive. On va peut-être me taxer d'optimiste béat, mais justement, je suis persuadé que le génie togolais l'emportera. Je suis persuadé que si nous taisons nos différences, si nous acceptons de faire de la politique, en peu de temps, je dis bien en peu de temps, ce pays émergera comme peu de pays dans la sous-région peuvent le faire. Nous avons les hommes, les compétences, le génie, seulement des épreuves, des tentations nous freinent. Et j'aime ajouter ce propos d'un de mes maîtres, Spinoza: ce qui est beau est rare à obtenir autant que difficile est rare à obtenir. Si c'était facile à obtenir et si c'était à la portée de main de tout le monde, pourquoi tous n'y parviennent pas? Mais je suis persuadé, aussi bien que 1 plus 1 font 2, que dès que nous aurons tué nos différences, ce pays décollera, voire dépassera beaucoup de pays de la sous-région. Nous avons les ressources humaines, nous avons une belle plage, nous avons des gens compétents, des gens accueillants. Il faut peu de choses. Que nous ouvrons mieux les yeux, que nous ouvrons mieux les oreilles pour entendre un message de fraternité pour vivre dans ce pays. Et tout ira bien. Voilà. Merci, M. Tiakpé. Je rappelle que vous êtes le conseiller du président national de l'USC, M. Gilchrist Olympio. Merci d'être passé sur les plateaux de la télévision togolaise. Merci de m'avoir accompagné. Merci beaucoup et bon week-end. C'est la fin de cette émission. Merci de votre bienveillante attention et à dimanche prochain.